Anathème a frappé fort lors de la conférence de presse de Cienzano et du Centre interfédéral de crise. Il n'y va pas par quatre chemins. Difficile de ne pas parler de deuxième vague. Et il ajoute les soins intensifs au rythme actuel seront saturés dans un mois à la mi-novembre. Daniel Welter. Cette fois-ci, effectivement, il est difficile de ne pas employer le terme de deuxième vague. Vous savez que j'ai été réticent à l'employer et donc je l'emploierai pour la première fois. Deuxième vague, le mot est lâché, mais pourtant pas de quoi paniquer. On doit le prendre au sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas pour ça qu'il faut paniquer. Nous ne sommes pas dans la même situation que celle que nous avons vécue au mois de mars et au mois d'avril. Nous connaissons mieux le virus et nous savons ce qu'il faut faire pour le contrôler. Mais il faut le faire. Depuis le 4 octobre, le nombre d'infections connaît un rebond, surtout au sud du pays. Au cours des 7 derniers jours, 5057 nouveaux cas en moyenne ont été diagnostiqués tous les jours. Ceci correspond à une augmentation majeure de 93% par rapport à la semaine précédente. Actuellement, le nombre d'infections, de nouvelles infections, double toutes les semaines. Et dans les hôpitaux aussi, les admissions Covid ne cessent d'augmenter. Une saturation du nombre de lits en soins intensifs est à craindre dans un mois. Il y a une semaine, nous franchissions un cap symbolique de 100 hospitalisations par jour. À certains moments, maintenant, nous franchissons le cap de 200 admissions par jour. On peut y adjoindre un chiffre plus symbolique, c'est d'atteindre la capacité maximale de 2000 lits dans les soins intensifs à la mi-novembre, si ce genre d'augmentation continue actuellement. En attendant, la situation bruxelloise reste très préoccupante. Un test sur 5, 20% des tests pratiqués à Bruxelles est positif. Nous n'avions jamais atteint ce taux jusqu'à présent. Et au niveau européen, seule la République tchèque compte plus d'infections que la Belgique. Et depuis son lancement, l'application Corona Alert connaît un certain succès. On tourne autour d'1 million de personnes qui l'ont chargé, mais le concepteur le reconnaît lui-même. Le système est lourd et il y a quelques ratages. Reportage Isabelle Eusène. Bien plus d'1 million de personnes a téléchargé Corona Alert. Et quand elles vont passer un test de dépistage, logiquement le résultat doit être encodé dans cette application. En cas de résultat positif, cela permet d'avertir anonymement les contacts de cette situation. Alors, lorsqu'il est allé passer son test hier, Rolando a donc signalé au personnel qu'il avait bien téléchargé l'application. Dans un premier temps, c'est à la personne qui doit simplement donner les papiers et enregistrer la demande à partir de la prescription médicale. Et dans un deuxième temps, c'est lors du prélèvement. J'ai donné donc chaque fois la référence Corona Alert, mais visiblement, ils ne sont pas au courant et ils n'en tiennent pas compte. Il faut dire que cela suppose que le personnel médical encode un code de 17 chiffres. 17 chiffres en suivant, c'est assez long. Pour ce médecin, c'est source d'erreur, alors il ne lui donne pas une très bonne note. Sur 10, vous lui donnez combien ? Elle mérite 10 sur 10, mais d'un point de vue pratique, c'est 5. Parce que ça nécessite trop de manipulation, aussi bien de la part du patient qui doit revenir chez son médecin traitant que du médecin traitant qui doit récupérer le fameux code. Axel Leguet est un des informaticiens qui a créé cette appli et il l'admet, il faut la simplifier. Car un test positif qui n'est pas encodé ne permet évidemment pas d'avertir quiconque d'un contact problématique. S'ils passent le test et qu'ils ont le résultat et qu'ils n'ont pas le numéro de 17 chiffres encodé, c'est malheureusement pour l'instant perdu. C'est pour ça qu'on va aller très très vite pour mettre la nouvelle solution en place. Des utilisateurs s'étonnent aussi de n'avoir toujours reçu aucune notification sur leur smartphone. La difficulté d'encodage explique peut-être cette situation. Alors avec nous sur ce plateau, Yves Copiters, bonsoir. Bonsoir. On vient de le voir, il y a un problème avec le tracing. Est-ce qu'il n'est pas temps à nouveau que les politiques prennent le taureau par les cornes, j'ai dire. C'est peut-être une manière aussi d'endiguer la hausse de cette maladie, de ce virus, d'améliorer le tracing. Tout à fait. Donc le testing et le tracing manquent d'efficacité. Alors ce sont des stratégies très importantes dans la prévention. Le problème du testing, d'abord, c'est que le temps est beaucoup trop long. Tout le processus est trop long. Entre une personne qui a des symptômes ou une personne contact, le temps d'aller faire le
le test, le temps d'avoir les résultats des tests, tout ce temps est trop long et permet la transmission, évidemment, tant qu'on n'est pas rassuré ou tant qu'on n'est pas informé qu'on doit s'isoler. Ça, c'est une chose. Et donc, tant qu'on n'ajoute pas les tests rapides dans la stratégie, les tests sérologiques rapides, les tests antigéniques diagnostiques rapides, on ne va pas s'en sortir. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Alors là, je pense qu'il y a un problème dans la stratégie. Beaucoup de pays européens ont introduit ces tests dans leur stratégie et ça permet déjà, même s'ils sont moins fiables, je dirais, de trier les gens et de rassurer éventuellement les personnes négatives. Par rapport au suivi de contact, je pense que le suivi de contact court après le virus et ça, on n'en sort plus. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à identifier les vrais foyers de contamination et de remonter dans ces foyers de contamination la source pour essayer de comprendre au niveau sociologique, au niveau comportemental, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi un nombre de personnes se sont infectées les uns et les autres. Et tant qu'on ne peut pas remonter sur cette compréhension, on ne peut pas transposer des stratégies locales de prévention. Et par rapport à l'application juste, il ne faut pas enterrer encore l'application. Elle vient de démarrer avec une bonne adhésion de la population. Le problème, on l'a vu, c'est que les médecins et les prestataires n'arrivent pas à encoder l'information. Et donc l'application devient un faux ami parce qu'on a l'impression qu'on n'est jamais en contact avec une personne à risque de tester positif. Alors que potentiellement, si je dirais les données étaient introduites dans l'application, en tout cas dans la base de données, on pourrait bien sûr le savoir. Yves Copiters, comment se fait-il que la Wallonie et Bruxelles aujourd'hui sont plus touchés que la Flandre? Alors, d'abord, c'est par rapport au taux d'incidence. Il faut se méfier du taux d'incidence parce qu'il y a un retard de notification. Certains laboratoires ne remettent pas au jour les données. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la Flandre a démarré plus vite son pic. C'est-à-dire que fin août, début septembre, certaines provinces étaient beaucoup plus touchées. Ce n'était pas le cas de Bruxelles et de la région wallonne. Donc, des mesures ont été prises à ce moment-là. Et je dirais, dans les autres régions, on a été un peu attentistes pour prendre les mesures. Donc, peut-être que sur l'ensemble de la période, on aura la même incidence. Et puis, troisième chose, peut-être que le testing et le tracing est plus efficace puisque c'est une compétence régionale. À voir. Alors, une toute dernière question, très rapidement. Vendredi, on le sait, il y a un comité de concertation très très important. Les responsables politiques, aidés par les scientifiques, ne doivent pas avancer des mesures plus strictes, à votre avis? Et si oui, quelles pourraient être ces mesures plus strictes? Alors, vu la situation, je pense qu'il faut des mesures fortes. C'est vrai qu'on est dans un pic dans cette crise sanitaire qui est tout à fait contrôlable, mais il faut vraiment donner un coup d'arrêt aux transmissions. Alors, on va toujours diminuer les contacts sociaux, mais il faut absolument maintenant diminuer les rassemblements. Les rassemblements de 5, 10, 20 personnes, on sait vraiment que c'est le moteur de la transmission de toute épidémie. Et c'est pour ça, bien sûr, qu'on isole les personnes. Et donc, tant qu'on continue avec ces rassemblements peu protégés, ça va nourrir l'épidémie. Et donc, fatalement, on va limiter ces rassemblements des jeunes. Et des jeunes, je parle des jeunes de toute génération. Hein. On est bien d'accord, on ne va pas focaliser sur les moins de 25 ans. Et donc, je pense vraiment qu'il y a moyen de dépasser ce cap, mais il faut vraiment casser cette épidémie. Et il y aura des mesures, malheureusement, fortes à ce niveau-là. Merci Yves Copiters. Face à cette crise du coronavirus, le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre fédéral de la Santé, Frank van den Broek, se sont rendus aux cliniques universitaires Saint-Luc. Une visite au service des urgences, des soins intensifs et là où sont analysés bien sûr les tests Covid-19. Une manière aussi pour eux d'apporter leur soutien aux équipes. Reportage sur place, Laurent Rare. C'est leur première visite auprès du personnel soignant confronté au coronavirus. Le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre fédéral de la Santé Frank van den Broek arrivent au service des urgences des cliniques universitaires Saint-Luc. Et d'emblée, les témoignages affluent. Tout de revivre une situation difficile à laquelle on a déjà été confronté, avec des équipes qui sont quand même malgré tout fatiguées moralement. Et puis la préoccupation majeure qui est de pouvoir donner l'accès aux soins à tout un chacun. Car c'est bien là la crainte, ne plus pouvoir soigner les autres patients. Les équipes, elles, sont fatiguées, elles se souviennent des efforts consentis ces derniers mois. Le Premier ministre écoute et tente de rassurer. C'est juste rajouter une étude menée sur 30% de la population. On sait que ça va continuer, on va essayer de gérer au maximum. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour aider un petit peu? On a un manque de personnel. Déjà avant la crise Covid, on était en sous-effectif par rapport au nombre d'équivalents temps plein aux urgences, que ce soit pour les infirmiers, les aides-soignants, également pour les médecins. Le travail sans relâche, la fatigue, le stress, des situations que connaissent aussi les équipes chargées d'analyser les tests Covid. Près de 800 chaque jour. Ici actuellement on travaille de 7h à 21h pour l'instant depuis qu'on est en crise Covid, donc depuis début mars. 7 sur 7. Et le week-end également. Le personnel tient, mais je ne vous cache pas qu'il est énormément fatigué, comme nous tous je pense. Voilà. Dans cette unité de soins intensifs, 10 lits sont actuellement occupés par des patients atteints du coronavirus. Et ici aussi, on redoute les prochaines semaines. On a un peu en dépassement de quota, puisque on a accepté des malades qui se dégradent au sein du propre hôpital dans notre soin intensif. Face à cette situation, le Premier ministre appelle à la plus grande prudence de tous. C'est notre comportement
qui fait la différence ici. Si on n'arrive pas à limiter nos contacts sociaux, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont des cas confirmés. Et quand même, on voit que les gens qui finalement se retrouvent dans les urgences ou dans les soins intensifs, c'est des cas graves. Aux cliniques universitaires Saint-Luc, comme dans les autres hôpitaux du pays, la situation est clairement de plus en plus tendue.